Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 6 octobre 2024. Bienvenue à l'émission. On est officiellement en spooky season et ça se ressent avec finalement des températures qui deviennent de plus en plus confortables. Là, le vent aujourd'hui, il s'est laissé un peu aller, puis là, c'est le déluge. Et bon, ben, ça va être un déluge aussi du côté de Pittsburgh parce que c'est retour en force pour nos glorieux. Des Steelers à Pittsburgh. Mais en plus de ça, il y a plus des balles en fin de semaine aussi au baseball. Et en plus de ça, en ce dimanche, et toute la fin de semaine, en fait, c'est une célébration du basketball à Montréal et au Québec, car les Raptors de Toronto sont de passage dans la ville, même qui se sont entraînés pendant toute la semaine à l'UQAM. Donc, shout-out l'UQAM. J'étais à 2 rues des Raptors de Scottier Barney, pour ne pas le nommer de son vrai nom, Scotty Barnes, Emmanuel Quickley et compagnie. Même Vince Carter qui a fait une apparition au centre-ville et dans le Vieux-Port, puis tu voyais que les rues étaient complètement... Il a dunké par-dessus un bateau pour impressionner la foule. Non, exact, comme quoi l'influence de Vince Carter, on ne peut pas la sous-estimer au Canada et la place que les Raptors ont dans le pays. Tout ça pour dire, la triple menace, comme toujours, avec Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et Emilio Constanza à la barre de l'émission, prêts à jaser avec vous autres, notamment de baseball, parce que qui dit mois d'octobre, les gars, dit début des séries éliminatoires au baseball, et on peut dire ce qu'on en veut sur le baseball, mais le mois d'octobre, c'est excitant. Et surtout quand des joueurs de la trempe de Shohei Ohtani se pointent en séries éliminatoires. Puis j'ai envie qu'on commence ça parce que dans le cadre du premier match entre les Dodgers et les Padres, on peut dire que Shohei était prêt en tabarnak pour ce match-là. Et même il a dit, il n'était pas stressé. Mais les gars, quand il a frappé son coup de circuit, on le voyait. Je pense que c'est le plus émotif qu'on a vu Shohei Ohtani être dans sa carrière. Sans aucun doute, il l'a jamais autant été de toute sa carrière. Il a célébré comme si... Ça fait longtemps qu'il est dans les majeurs, il n'avait jamais joué un match de série encore. C'est la première fois, c'est pour ça qu'on lui a demandé est-ce que tu ressens la pression, puis tout, puis il a dit non, même pas un petit peu. Puis, tu sais, on le voit assez clairement. Deuxième présence au bâton. Ça commençait déjà à s'éloigner un peu pour les Dodgers qui tiraient de l'arrière 3-0, une grosse première manche avec le circuit de Manny Machado qui, lui aussi, a bien célébré son circuit. Fait que là, tu as Ohtani qui veut ramener un peu son équipe dans le match, tape un énorme circuit de 3 points, puis évidemment, la foule qui est en délire. Ça a été un beau moment quand même. Puis, le baseball se porte mieux quand les meilleurs joueurs sont là en octobre. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir des gars comme Ohtani, des gars comme aussi Judge et Soto et Cole, on va en parler un peu plus tard, de voir ces gars-là jouer au mois d'octobre. Puis évidemment, Shohei Ohtani en fait partie. Quel beau moment hier pour lui, son premier match en série, qui aide vraiment beaucoup les Dodgers dans ce match-là à remporter ce match numéro 1-là contre les Padres. Là, il y a le match numéro 2 ce soir au moment où on enregistre, donc on ne saura pas le résultat, mais c'est une grosse victoire pour les Dodgers parce que les Padres avaient le vent dans les voiles. Pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe toujours en vie dans cette course aux séries-là dans la MLB. Pas nécessairement la meilleure fiche en saison régulière, mais une équipe qui est tellement complète à plusieurs niveaux. Puis cette victoire-là des Dodgers donne le ton quand même que oui, les Padres, c'est beau, mais on reste quand même les Dodgers, on reste une équipe qui a beaucoup de talent, puis il va falloir que vous leviez pour venir nous battre dans cette série-là. Surtout Yoshinobu Yamamoto, lui, contrairement, n'a pas connu un super départ pour son premier match en éliminatoire dans la MLB. Non. Et du côté de San Diego, on a perdu Joe Musgrove pour une opération de Tommy John dans la série contre les Braves d'Atlanta. Le momentum est du côté des Dodgers en ce moment. On joue à domicile, on a l'avantage du terrain. Et je pense qu'on ne se fera pas de cachette. San Diego puis Los Angeles, la toxicité va être au plafond cette semaine et la semaine prochaine. Même chose pour les Mets et les Phillies. Je pense que la nationale offre un niveau de toxicité incroyable ces temps-ci. Puis ça, c'est pas juste une tourne de Britney Spears. Je vous le dis tout de suite. Ça va paraître sur le terrain.
Mais les gros canons des Dodgers sont là. Shohei Ohtani, comme il l'a fait durant la saison, a un peu carry cette saison-là, sans dire que Mookie Betts et Freddie Freeman ont eu des mauvaises saisons. C'est pas eux maintenant qui ont la charge de tout transporter sur leurs épaules. Oui, ils ont un rôle encore important, mais c'est comme les Yankees de New York. Si Aaron Judge n'est pas à la hauteur des attentes, c'est déjà extrêmement plus difficile pour les Yankees. Alors, il reste juste à savoir si LA pourra réussir à battre un peu un certain boogeyman, un peu en séries éliminatoires, surtout avec un rival de division contre les Padres. Mais bonne entrée en matière pour Shohei Ohtani. Le monde du baseball s'en est réjoui amplement. Puis, Pop, t'as parlé de toxicité, puis c'est tellement quelque chose que j'aime au moins qu'il y ait ça, parce que, bon, ben le baseball, on le connaît, c'est un sport un peu plus conservateur au niveau de ses traditions, tout ça, mais Félix, c'est le fun de voir des rivaux, non seulement d'État comme ça, mais une équipe comme les Dodgers, surtout cette édition-là, avec, bien sûr, les gros noms qu'on a, et là, on a en plus la pression ajoutée, comme Pop a dit, là, d'un boogeyman, là, on a des joueurs, surtout dans l'enclos des lanceurs, qui ne sont pas du rendez-vous parce qu'ils sont blessés. À quel point est-ce que c'est important, cette série-là, pour cette culture du baseball qu'on essaie de mettre de l'avant, là? Ah, c'est extrêmement important parce que c'est un duel un peu entre deux équipes qui sont à des similaires mais différentes. C'est un peu particulier parce que les Dodgers, on vient d'investir beaucoup avec Shohei Ohtani, puis tout ce qui n'est pas une série mondiale, c'est une catastrophe pour les Dodgers cette année. Ça prend vraiment une série mondiale après avoir investi 700 millions sur Ohtani, après avoir investi 300 quelques millions sur Yoshinobu Yamamoto et Tyler Glasnow et tout. Bon, Tyler Glasnow qui n'est pas là, sa saison est terminée, mais il faut qu'on gagne une série mondiale chez les Dodgers. C'est l'objectif qui est assez clair. Les Padres aussi, on est dans cet objectif-là. On l'oublie un peu parce que l'équipe a échangé Juan Soto à l'hiver passé, donc on se dit peut-être que prendre un pas vers l'arrière. Et finalement, cette équipe-là, en échangeant Juan Soto, est devenue plus complète, est devenue mieux bâtie, dans le fond, où est-ce qu'on a on a des lanceurs, on a l'espoir qu'on a acquis dans cette transaction-là est devenu Dylan Cease, qui va aider beaucoup, qui aide beaucoup cette équipe-là. Donc, les Padres sont à prendre au sérieux quand même dans cette série-là, parce qu'on a aussi beaucoup de talent là-bas. On a des gars comme Fernando Tatis, des Manny Machado, des Xander Bogaerts. Il y a tellement de talent, puis les Padres veulent prouver qu'ils ne sont pas le petit frère des Dodgers aussi. Fait que c'est comme deux équipes différentes, mais similaires en même temps, puis des rivaux de division. Il y a eu cette lutte-là en fin de saison pour les Padres qui essaient de pousser un peu pour aller voler cette division-là des mains des Dodgers. Donc là, en ce moment, les Dodgers ressentent cette pression-là de on ne peut pas se permettre de perdre cette série-là. Les Padres n'ont pas grand-chose à perdre, parce que c'est les gros méchants Dodgers, ça fait partie, ce serait normal de perdre contre eux, mais on a une belle opportunité d'aller les battre et de prouver qu'on n'est pas le petit frère de la division. Donc, on verra si les Padres vont être capables de saisir cette opportunité-là. Le premier match, les Padres se sont bien battus, les Dodgers ont finalement gagné, mais je pense qu'on va avoir une super bonne série entre ces deux équipes-là. Puis, je vais juste rajouter, il n'y a rien de plus dangereux dans le baseball majeur. En fait, il y a deux choses qui sont vraiment dangereuses dans le baseball majeur. Puis la deuxième, on va y revenir un peu plus tard avec l'autre série dans la nationale. La première, c'est une équipe hot qui n'a absolument rien à perdre. Ouais. Et deux, une équipe qui est alimentée par le pouvoir de l'amitié. Comme les... Ouais. Good vibes and power of friendship. Je pense qu'on va faire un petit segue sur les Mets de New York un peu. C'est incroyable. Oui, cette équipe-là, oui, les Mets ont perdu aujourd'hui par la merde de 7-6. La série. Quel match en passant? Quel match? Les 3-4 dernières manches, l'avance changeait tout le temps. Félix, les Mets de New York qui jouent des matchs parce que la 7e, la 8e manche et la 9e manche sont complètement chaotiques. Non, tu me niaises. Mais les Phillies ont gagné à la sauce Mets en allant leur voler ça en 9e manche. Les Mets avaient failli voler ça aux Phillies en début de 9e, puis les Phillies leur ont volé ça en fin de 9e. C'était hyper chaotique comme 9e manche. Quel gros match entre ces deux équipes-là. Mais les gars, l'année passée, on les a vus aussi, mais mon Dieu que cette équipe, ce cœur du groupe des Phillies est tellement le fun à regarder. Ils sont tellement gritty, ils sont tellement le fun à voir. Bryce Harper, encore une fois, dans la victoire pour égaliser la série, tellement un bon fucking match aussi. Je veux dire, je ne sais même plus par où commencer. Cette équipe-là est tellement le fun à regarder. Je vais te dire où c'est que ça commence. Ça commence avec le premier frappeur dans l'alignement. Carl Schwarber, mesdames, messieurs, en octobre,
autant que lui, dangereux au mois de juin, au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous avez vu, 2e ou 3e pitch du match numéro 1, 2e pitch qu'il voit, sac-moi ça au 2e deck. C'était absolument incroyable. Ce gars-là révolutionne le rôle de premier frappeur comme il n'a jamais été possible dans les dernières années. Je regarde un Rick Anderson puis je vois un Kyle Schwarber. Je pense que je ne peux pas voir deux gars complètement opposés. Mais je regarde tout ça et je me dis, man, Kyle Schwarber a déjà joué pour les Red Sox. J'oublie tout le temps ça. Mais ce qui est drôle de Kyle Schwarber, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que ce gars-là est au bâton, là, quand il tape un circuit, il n'a jamais tapé une balle qui a traversé de peine et de misère à la clôture. Oh non, c'est 450 pieds au minimum. Là. À part, puis son élan est tellement violent, compact, puis c'est pas le gars le plus imposant et tout, mais il tourne tellement fort dans la balle que la balle elle part tellement vite puis tellement loin tout le temps. Puis c'est un des meilleurs frappeurs de l'histoire en série en termes de circuit. Là. C'est pas... oui, ça fait plusieurs années qu'il est là et tout, mais c'est pas juste un gars qui, de temps en temps, a un bon mois d'octobre. On parle d'un gars qui, dans l'histoire, est un des gars qui a le plus de circuits au mois d'octobre dans l'histoire des majeurs. C'est gros, là. C'est un excellent frappeur, Kyle Schwarber, à ce niveau-là, qui, comme tu l'as dit, n'est pas le premier frappeur typique qu'on a en tête de le gars qui va frapper 300, 320, voler le 2e, peut-être voler le 3e. On est très, très loin de ça. Mais on parle d'un gars qui, déjà, premier lancer du match peut te faire super mal. Les Mets étaient tellement contents. Kodai Senga venait de nulle part pour lancer ce premier match-là. Le party a duré 2 lancers. Chez les Mets, Schwarber a tapé un circuit. Ça a fini là. Puis Senga a bien rebondi, mais le fait d'avoir ce frappeur-là premier, ça peut changer l'allure d'un match puis donner le ton dès la première présence au bâton. Puis ça ajoute quand même une valeur à une équipe. Puis on parle juste de Kyle Schwarber, mais tu sais, t'as Trey Turner, Bryce Harper, Nick Castellanos, en passant, Nick Castellanos n'a pas pu jouer cette semaine. Et Dieu merci, quand on a su la journée de lundi, quand Dikembe Mutombo et Pete Rose sont décédés durant la même journée, ce gars-là ne jouait pas. Et je pense que le baseball majeur, comment je pourrais dire ça, n'aurait pas survécu si Nick Castellanos avait joué cette journée-là. Et au-delà de ça, les gars, à position de lanceur chez les Phillies, comment on a trouvé Christopher Sanchez qui a vraiment eu une grosse saison, première mention au match des étoiles? Comment est-ce qu'on le trouve maintenant allant de l'avant pour les séries éliminatoires puis essayer cette fois-ci d'avoir une participation à la série mondiale pour les Phillies? Ben, ça va être gros pour lui, surtout que les Mets ont réussi, pas la tâche impossible, mais la très imposante tâche d'aller voler une game au Citizens Bank Park alors que c'était Zach Wheeler qui lançait, qui a lancé 7 manches. Pas parfaites, mais sacrément, c'était pas loin. Et on a quand même allé chercher. On est allé chercher cette victoire-là, pareil, en abusant de la relève des Phillies. Mais Christopher Sanchez, des Aaron Nola, il y a Ranger Suarez qui a connu des difficultés un peu. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais Christopher Sanchez, ça va probablement être un peu l'as de pique dans l'alignement des Phillies pour s'il veut essayer d'aller en série de championnat. Maintenant, quelles sont vos prédictions allant de l'avant pour cette série-là? Je pense que les Phillies vont gagner. Je pense que ça va être... J'avais dit Phillies en 4 au début. Je garde-tu Phillies en 4? Écoute, ça pourrait aller en 5, mais je pense que les Phillies vont quand même gagner cette série. Mais les Mets, je vais dire en 4, mais je ne serais pas surpris en 5. Oh, oui, les Mets sont alimentés par le power of friendship et ils ont des vibes de team de la destinée. Ouais. Les Diamondbacks, c'est exactement ça l'année passée. Je dirais qu'ils sont peut-être un peu plus complets que les Diamondbacks. Je pense que leur ceiling est un peu plus haut que celui des Diamondbacks l'année passée. Regarde, fuck it. Moi, je dis, je call le upset des Mets en 5. J'aime ça. Juste le fait d'avoir splitté les 2 premiers matchs à Philadelphie, déjà là, c'est gros. En même temps, quelle histoire les Mets cette année, comment ils ont terminé la saison, le mois de juin légendaire qu'ils ont eu aussi. Là. Moi, le circuit de Pete Alonso cette semaine, j'étais quasiment à genoux dans l'allée dans le Walmart, tellement j'étais saisi. Ça a peut-être sauvé son futur avec les Mets. Parce qu'il vient jouer au Grand X-Men, ça a peut-être sauvé. Ça a sauvé son futur. Parce qu'on se rappelle, il y a à peu près 10 minutes avant qu'il frappe son circuit contre les Brewers, il échappe une chandelle au premier coussin proche. Puis c'était pendant que les Brewers avaient le momentum en 7e. Ça aurait représenté, je pense, de mémoire le 3e retrait. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts par la suite, mais
il y a peut-être un contrat qui s'est gagné avec cette présence au bâton-là pour envoyer les Mets en série de division. Je pense bien aussi. En tout cas, certainement, les Mets, comme je le dis vraiment, là, quelle histoire. Puis peu importe le résultat, on va se rappeler de cette fin de saison des Mets. C'est les Mets. Félix, je suis désolé, mais voir des équipes comme les Mets avoir du succès, c'est beaucoup plus le fun. Les autres. C'est le fun quand New York est bon en série. C'est le fun. C'est d'accord avec toi. Parlant de New York, d'ailleurs. Non, exact. Parlant de New York, d'ailleurs, Félix, tes Yankees qui ont mis la main sur le premier match dans leur série contre les Royals de Kansas City. Je sais que tu es un éternel sceptique pour tes Yankees, peu importe comment la saison régulière va se passer. Bien qu'ils ont gagné le premier match de cette série, comment te retrouves-tu en ce moment-là? C'était pas un premier match qui était... En fait, c'était un premier match qui était rassurant et pas rassurant en même temps. Dans le sens où, ce qui n'était pas rassurant, c'est qu'Aaron Judge n'a pas connu un grand match. Garrett Cole n'a pas connu un grand match. Giancarlo Stanton a connu un match épouvantable. Normalement, quand ces trois gars-là sont mauvais, c'est rare que les Yankees... Félix, je vais juste arrêter 2 secondes. Je vais juste rembobiner la cassette qu'on lui sort depuis 3 ans. Aaron Judge, pas bon en octobre. Garrett Cole, pas bon en octobre. Giancarlo Stanton. Non. Garrett Cole puis Giancarlo Stanton, c'est pas vrai parce que ces gars-là se lèvent en octobre année après année. Judge, c'est vrai que ça a déjà été dit. Ouais. Mais Cole et Stanton, ces gars-là se lèvent au mois d'octobre. Ça, c'est année après année. Là, tu vois, par exemple, ce qui est rassurant, c'est que même si ces 3 gars-là n'ont pas performé, ben, les Yankees ont gagné pareil. Les Yankees ont profité du fait que les lanceurs des Royals ont oublié comment lancer des prises. Ça, c'était vraiment un développement super intéressant dans cette série-là où les buts sur balle, ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas. Puis c'est 2 ou 3 points les jeunes blancs qui sont rentrés sur des buts sur balle. Donc ça a vraiment beaucoup aidé la cause des Yankees. On a aussi eu Jazz Chisholm qui a eu un bon match. Félix. Surtout, Alex Verdugo qui est... Vas-y, oui? Jazz Chisholm, là. Jazz Chisholm est cool. J'adore Jazz Chisholm. T'étais pas sûr quand la transaction a été faite. Oh, moi non plus, j'étais pas sûr. Attends, non. Félix, des doutes. Tu dois t'excuser. Non, Jazz Chisholm, je détestais pas. La date limite en tant que telle reste un désastre parce qu'on a juste Jazz Chisholm dans une année où ça en prenait beaucoup plus. Mais oui, Jazz Chisholm est vraiment cool. Ça, je suis d'accord avec toi. Ce gars-là a changé un peu la dynamique à ce niveau-là. Mais un autre gars qui s'est vraiment levé quand c'était le moment, c'est Alex Verdugo, qui était vraiment le grand mal-aimé des Yankees, des partisans des Yankees. On lui donne le départ au premier match. Tout le monde se dit « Oh mon Dieu, Jason Dominguez est sur le banc. Qu'est-ce que Verdugo fait encore dans le line-up? On va perdre. » Et Verdugo qui a un gros match, et c'est à cause de lui que les Yankees ont gagné. En fait, c'est pas à cause de lui, c'est grâce à lui que les Yankees ont gagné ce match-là. Grâce à lui et Aaron Boone, qui souvent est très, très critiqué pour ses décisions, a géré un match impeccable. Hier, les gérants se retrouvent dans une situation avec la journée de congé aujourd'hui que, ben, tu sais quoi, il faut juste que tu te rendes à la fin. Tu as 27 retraits à faire, utilise les gars que tu as besoin pour te rendre là. On a été creusés dans l'enclos, on a pris nos meilleurs releveurs, puis ça a bien marché. On les a enlevés au bon moment, on ne s'est pas acharné avec les gars que ça ne fonctionnait pas. Luke Weaver reste une des plus belles surprises du baseball majeur cette année. Quel gros travail de l'enclos des Yankees à ce niveau-là. Et là, maintenant, deuxième match, tu donnes la balle à Carlos Rodon, qui va connaître son premier départ en série en tant que membre des Yankees, contre Cole Reagans, qui ne sera pas un client facile parce que c'est un maudit bon lanceur pour les Royals. Les Royals, idéalement, auraient besoin d'aller gagner ce match-là parce que tu ne veux pas retourner devant tes partisans en retard 0-2 dans la série, mais ce ne sera pas facile parce que les Royals, on l'a vu quand même assez clairement dans cette série, dans le premier match, n'ont pas la force de frappe des Yankees. Oui, ils sont capables de marquer des points, mais si ça se ramasse en un shootout offensif, ou c'est des Judge, des Soto, tous ces gars-là qui se mettent à vraiment frapper, est-ce que les Royals vont être capables de répondre? C'est là que j'en doute un petit peu. Moi, je vais interpréter ce match-là de la seule façon. C'est que si t'es les Yankees, t'es à domicile. Aaron Judge, encore un match difficile. Garrett Cole, puis c'est Garrett Cole qui est au monticule pour toi alors que tu affrontes peut-être le 3e, 4e lanceur des Royals et tu gagnes par seulement 1 point de manière difficile. Tu as comblé des retards là-dessus. Est-ce que... Moi, je regarde ça et je me dis, est-ce que c'est vrai? Tu sais, oui, au tableau indicateur, c'est 1-0 pour les Yankees. Mais est-ce que ça va... Je pense pas que ça va être une partie plaisir pour le reste de la série. Je sais pas qui va gagner au final. Mais tu sais, dans des conditions, quand tu gagnes juste par 1 point à domicile contre les Royals dans le match numéro 1, quand c'est ton as qui est sur le monticule,
comme on dit, c'est pas 100% rassurant non plus. Ça va certainement être le fun à voir. Félix t'a parlé de Luke Weaver, petite pépite cachée avec seulement au-dessus d'une manche de présence sur le monticule, a retiré 3 joueurs au bâton. Donc, ça va être le fun à voir. Pop, t'as pas trop l'air convaincu, mais pour le bien de l'exercice, qui sort de cette série? Je pense pareil que les Yankees vont l'emporter. Comme tu dis, Félix, on joue à la maison. La balle voyage bien au Yankee Stadium. Ouais. Puis je suis d'accord avec le fait que si on se ramasse que les points s'accumulent rapidement, j'aime Bobby Witt Jr. de tout mon cœur. Puis Vinny Pasquantino, Salvador Perez, mais tout ça. Mais offensivement, on n'est pas aussi profond que les Yankees de New York. Des Seth Lugo puis des Cole Reagans vont devoir sortir le match de l'année pour au moins rester en vie parce que Garrett Cole, c'est correct. Carlos Rodon, s'il connaît un bon match, ça peut difficilement aller pour les Royals un peu, mais non, je pense que je vais donner l'avantage aux Yankees juste pour l'expérience qu'ils ont par rapport aux Royals. Bon, Félix, est-ce qu'on a vraiment besoin de mentionner qui tu vois comme gagnant de cette série-là? Moi, je pense que les Yankees sortent de l'an 4. Je pense pas que ça va être un balayage. Je pense que les Royals vont être capables d'aller leur chercher un match. Peut-être le match numéro 2 avec un Cole Reagans qui est probablement le meilleur lanceur de cette équipe-là, mais la force de frappe des Yankees est trop forte. Il y a trop de talent pour que cette équipe-là perde, puis ce serait inacceptable de perdre cette série-là contre les Royals pour les Yankees, et je pense que les Yankees le savent. On a la motivation de Juan Soto peut quitter dans quelques semaines, puis Judge rajeunit pas, Cole rajeunit pas, Stanton rajeunit pas. Faut qu'on se lève chez les Yankees, puis j'ai aimé ça voir le reste du groupe se lever dans ce premier match-là. Ça démontre qu'on le sent quand même que c'est peut-être pas l'année de la dernière chance, mais que la fenêtre, tranquillement, pas vite, n'est plus aussi grande qu'elle a déjà été. Il faut se lever, c'est notre année, puis j'ai aimé voir ces gars-là se lever dans le premier match. Écoute, les Yankees, sans blague, chaque année, c'est championship or bust. Là, je veux dire. Ouais. Peu importe ce qui se passe, on a le portefeuille, je pense, pour ça. Finalement, les gars, la dernière série dans l'américaine, les Tigers de Détroit contre les Guardians de Cleveland. Encore une fois, on parlait des Mets comme étant une belle histoire. Les Tigers, cette poussée en fin de saison aussi qui les propulse en séries éliminatoires. Mais là, la réalité est arrivée. Puis quel dégelé dans ce premier match de la série où les Guardians l'ont emporté 7-0. Puis 7-0, c'est pas les Yankees ou les Dodgers qui viennent de faire ça. Les Guardians de Cleveland qui n'est zéro réputé pour gagner grâce à son offensive, c'est toujours un club qui gagne avec ses lanceurs. Puis pop. Donc, oui. Quand est-ce qu'ils ont marqué 5 des 7 premiers points? En première manche, mon cher. Eh mon Dieu. Avant même le premier retrait. Avant même d'avoir fait un seul retrait. Oui. Holy shit. Okay. Oui, ça roulait hier. Ça roulait, puis c'est drôle parce que il y avait un opener, puis ils ont amené Reese Olson après. Premier pitch que le Reese Olson lance, un circuit de 3 points à Lane Thomas, c'est 5-0, il n'y a pas un retrait, ils sont déjà rendus à leur deuxième lanceur. À ce moment-là, les fans des Tigers ont dit « Eh boy! Eh boy! » OK, on se retrouve l'année prochaine. On se revoit lundi. La seule chose que je vais dire de ce match-là, vu qu'étant donné, je pense que à 7-0, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi les Guardians, même à 7-0, t'envoient Emmanuel Classé finir la 9e manche. Écoute, je pense que... je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas suivi le point de presse de Steven Vogt, mais ça faisait longtemps que les Guardians avaient joué. Puis je pense que tu veux juste ramener tes gars, tu veux les remettre un peu dans le beat. Parce qu'on a vu tous les meilleurs lanceurs de l'enclos des Guardians. Et d'ailleurs, c'est un peu là-dessus, je voulais m'en aller. Cet enclos-là des Guardians, là, bonne chance. Si vous perdez par 1 ou 2 points rendus en 6e manche, bonne chance. Par 5 points en première manche. Oui, aussi. On appelle de la glace dans la glace dans les veines. Ils sont tous bons, man. Puis ils sont tous différents un peu. Puis c'est pas des noms qu'on connaît. Kate Smith, Tim Aaron, Hunter Battis, je pense que Gaddis, puis Emmanuel Classé, c'est pas des noms qu'on connaît tant que ça, à part Emmanuel Classé, évidemment, qui est un peu plus populaire. Hey, Kate Smith, hier, c'était la première fois que je le voyais vraiment lancer Kate Smith. Wow! Je suis tombé en amour avec le gars et tellement bon. Puis on parlait de... Ils ont des gauchers qui lancent un peu bizarre, ils ont des... Bonne chance. Ce sera vraiment pas facile. Il faut que tu marques des points rapidement contre les Guardians si tu veux espérer gagner parce que si tu te ramasses contre le relais, tu n'y arriveras pas.
sais, Félix, on parlait de Luke Weaver avec seulement au-dessus Ouais. d'une manche de frapper 3 retraits. Kate Smith, là, juste one-up avec 4 retraits au bâton. Avec Incroyable. ça, je veux dire. Incroyable. C'était tellement dominant cette manche-là. Là. Puis cette manche est un tiers, là, ces 4 frappeurs-là. Là. C'était de la dominance pure de Kate Smith. Puis gros travail du releveur des Guardians. Entre nous autres, les gars, est-ce qu'il y a un once d'optimisme pour les Tigers dans cette série-là? Oui, parce que Tariq Skubal lance. Tant que tu as Tariq Skubal, tu peux espérer gagner. Idéalement, tu vas gagner le match de demain où il va lancer. Il faut que tu en gagnes un des deux dans le 3 ou 4. Tu te rends au match 5 puis que Skubal vienne lancer. Pop. Moi, j'aime tellement la comparaison de... Je ne sais pas si c'est le gérant qui avait dit ça, mais son enclos des lanceurs partants, c'est Tariq Skubal, puis le reste, c'est Professor Chaos dans South Park. Ouais, quelque chose de même. Ouais, c'est le pitching chaos, ouais. Fait que c'est juste pour montrer. Mais comme Félix dit, tant que tu as encore le meilleur lanceur dans l'américaine dans ton effectif, tout est encore possible. Mais s'il faut que les Guardians trouvent encore le moyen de marquer 5-7 points contre Tariq Skubal, les carottes sont cuites. Il n'y a plus rien à faire après ça. Là. Ouais. Tu l'as dit toi-même, on va suivre ça, puis j'ai hâte qu'on s'en jase la semaine prochaine. Mais certainement, les gars, un méchant bon début de série au baseball. Le mois d'octobre est là et la première semaine d'activité, disons première semaine et demie, 2 semaines, a pas déçu pour 2 scènes. On va passer au football parce qu'encore une fois, bien sûr, le football, ça aussi, la NFL est une autre ligue qui ne déçoit pas de semaine en semaine. Et à l'occasion de ce dimanche après-midi, on a eu un affrontement classique du nord de l'américaine entre les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati. Puis Félix, je veux dire... Quel match. Quel match qui s'est terminé. C'est terminé en prolongation. Je dirais malheureusement, les Ravens l'ont emporté parce que là, ça se rapproche un peu de nos Steelers de Pittsburgh au classement du nord de l'américaine. Mais au-delà de ça, c'était rempli de rebondissements de A à Z. Et s'il y avait une lettre après Z, on se rendrait jusque-là. Oui, parce que ça a été en prolongation. Hein, fait qu'on se serait rendu à... Je pense qu'il y a comme WF à un moment donné. Je pense qu'on serait rendu là. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand tu penses à ces matchs-là du nord de la AFC, là, tu pense à des matchs 13-10, il fait pas beau, puis c'est le jeu au sol. Aujourd'hui, là, tu peux pas être plus loin que ça. Les deux carrières ont quasiment lancé pour 350 et plus pour les deux, quasiment 400 pour Burrow. Le jeu aérien fonctionnait tellement bien des deux côtés, puis c'était point après point après point. Puis les Bengals ont quand même contrôlé ce match-là pendant une bonne partie de la rencontre. Puis là, finalement, Joe Burrow a eu une mauvaise interception vers la fin du 4e quart. Les Ravens ont pu égaler la marque. On s'est ramassé en prolongation. Là, les Ravens ont gagné le pile ou face, ont monté le terrain. Lamar Jackson a échappé un snap qui était parfait de son centre. Donc, les Bengals ont pris le ballon. Les Bengals ont avancé le terrain, ont essayé un placement. Le gars qui devait faire la remise l'a fait et celui qui devait tenir le ballon a complètement manqué son coup. Evan McPherson n'avait aucune chance de réussir ce botté-là. Les Ravens ont repris le ballon. Derrick Henry a couru tout le terrain. Quand il était sur le bord de rentrer, il s'est fait... Quelqu'un l'a fait trébucher. Il est tombé comme à la ligne de 5. Les Ravens ont fait OK, là, ça fait le niaisage. Justin Tucker viens finir ce match-là. Ça fait OK, on va juste sortir de là. Fait que grosse victoire des Ravens à ce niveau-là. Les Bengals à 1-4, ça fait mal. C'est une défaite qui fait vraiment mal. Puis, tu ne pouvais pas te permettre ça. Là. Félix, Pop, les Bengals sont tellement passés proches d'emporter certaines de ces défaites-là, facilement à 3 reprises. Ouais. On est tellement proche de l'emporter, mais on n'est juste pas capable de closer le deal. Puis, pour une équipe et un corps arrière en Joe Burrow, qui est perçu comme étant le sauveur de l'américaine, le sauveur de la NFL, parce que c'est lui qui a éliminé Patrick Mahomes pour la dernière fois en séries éliminatoires. Pop, avec cette défaite-là, quel est le pouls de la dynamique des pouvoirs dans l'américaine? Moi, ce que je vais dire sur les Bengals, c'est que le narratif tient toujours. Mm-hmm. Je l'ai dit il y a quelques semaines, les Bengals commencent à jouer du vrai football à partir du mois d'octobre. Oui, mais pas là, ils sont 1-4. Non, je sais. Mais tu sais, c'est quand même encourageant que Joe Burrow finisse un match contre les Ravens de Baltimore. C'est pas, t'affrontes pas les montagnards de la polyvalente de Tedford cadet, là. Je fais juste te dire, là.
Tu finis le match 30-39 pour quasiment 400 verges par la passe, 5 touchés. OK, oui, il y a eu une interception à la touch point. Qui a fait mal, qui a fait vraiment mal. Tu sais, oui, Burrow a un bon match, mais elle a fait mal, cette interception. Fait que je me dis, est-ce que peut-être on va retrouver un peu plus les Bengals, peut-être trop tard, par exemple, ceci dit. Mais si je suis tes Steelers, Mio, là, sont mieux de gagner à soir contre Dallas, puis il faut absolument pas qu'on lève la pédale d'un seul pouce. Correction s'il y a un match, parce que la température... Il fait vraiment pas beau. Je sais pas comment ils peuvent rentrer un match, ça n'a pas de bon sens. Là, je voyais des images de là-bas, l'eau qui découle d'entre les bancs, c'est un véritable déluge. Mais non, c'est sûr que pour ce qui est des Steelers, là, je veux dire, en matière de victoire, on est à égalité avec les Ravens pour le premier rang de l'américaine. Les Ravens qui, se s'emponnent vraiment, là. On le vend dans les voiles. Et surtout Derrick Henry qui, après quelques premières semaines difficiles pour à savoir quel était son rôle dans cette attaque-là. Oh mon Dieu, ça s'est gâté. Hey, ça change vite. Hein? On parle déjà de Derrick Henry comme potentiel vainqueur du joueur offensif de l'année. Là. Je pense que c'est lui. Ça a pris 2 semaines. Ça a pris 2 semaines pour relancer la discussion. Moi, je reviens à il y a un an quand une certaine personne sur ce podcast-là, je nommerai pas qui, l'animateur, a précisé que selon lui, Derrick Henry était... Mio, le mot en W avait été le mot en W, j'avais dit que Derrick Henry... utilisé? J'ai dit que Derrick Henry était washed. Mais tu sais quoi, Félix? On va revirer le... Ça sent l'insulte au titan. Je vais essayer de on va revirer le scénario en maudit. Ouais. La raison pourquoi je pensais qu'il était washed, finalement, c'était juste le système des Titans qui... La ligne offensive était tellement mauvaise. C'est vrai qu'elle était dégueulasse. C'est épouvantable que je suis d'accord avec toi. To be fair, elle était dégueulasse. Puis là, regarde qu'est-ce qu'il fait avec une bonne ligne à l'attaque. Puis avec Lamar Jackson, qui est une autre menace au sol, qui force les défenses à le tenir en respect aussi. Ça ouvre le jeu pour Derrick Henry. Imagine maintenant avec un fullback dans tout ça, ça serait une triple menace. Oh, Patrick Ricard est là. Oh. Est-ce que Michael Stott est disponible la semaine prochaine? Hey, ok. Hey, c'est beau là, avec vos name drops de même là. Bon, la pauvre position du fullback là, qui ne reçoit pas beaucoup d'amour, on va se le dire. Make fullback great again, c'est juste ça que je veux dire. Shout-out à Bruno Eppel. Oui, c'est vrai. Bruno Eppel qui était un fullback légende aussi pour la description du football. Les gars, dans toute cette tempête qui s'est passée justement au football, tout ça, là, il y a un nom là, qui commence à être sur les lèvres de bon nombre de partisans. Puis on en a eu un petit peu la révélation lors d'un match semaine 3, un match du lundi soir. Et je nomme Jayden Daniels. Jayden Daniels, qui, je tiens à rappeler quand même, est un joueur recru. Okay? C'est littéralement sa première saison dans les professionnels. Puis c'était semaine 3, on parlait contre les Falcons. Bengals, oui, c'est ça. Bengals, pardon. En fin de match, un 4e quart absolument clutch. Puis là, on se dit, hey, tu sais quoi? Avec Dan Quinn qui, bon, OK, oui, il a échappé un Super Bowl, mais à part de ça, Dan Quinn amène du swagger à cette équipe-là. Il amène une nouvelle énergie je ne sais pas si c'est la dernière fois qu'on a vu autant d'énergie du côté de Washington. Et puis là, Jayden Daniels à la position de corps arrière qui, non seulement est clutch, peut aussi courir le ballon. Et en plus de ça, les gars, il est précis. Puis là, on est même rendu au point que, bon, ben voilà où on est. Semaine 5, les Commanders l'ont emporté contre les Browns. Bon, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut contre les Browns, mais quand même capable de marquer plus d'une trentaine de points, 3 matchs consécutifs. Là, je veux dire, oui, tu es précis, mais en même temps, il y a la contribution de ton attaque d'une manière globale qui t'amène plus d'une trentaine de points par match. Puis la semaine dernière, contre les Cardinals, 42. On est au point maintenant que Jayden Daniels est dans la conversation au MVP. Là, j'ai besoin qu'on réagisse un petit peu là-dessus. Là. Sérieux? Tant que ça? Pop. Il est dans la conversation au MVP. Non, attends.
Là, on parle pas de joueur recrue offensif de l'année, là. Non. On le parle gros trophée, là. MVP pour le joueur le plus utile. OK, la grosse affaire, là. La grosse affaire. Je tiens à dire au passage que Christian McCaffrey aurait dû gagner l'année dernière, mais bon. Ah ben là, ça c'est... Mais ça, tu pourras jamais battre l'équipe de PR de Lamar Jackson, ça c'est clair. Lamar Jackson a la meilleure team de PR de la NFL. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Tout ça pour dire, Félix, comment est-ce que tu évalues en ce moment, semaine 5, la contribution de Jayden Daniels sur cette équipe des Commanders? Moi, c'est drôle que quand on jasait un peu du sujet avant d'enregistrer, je me disais, waouh, ça ressemble beaucoup au discours qu'il y avait autour de CJ Stroud l'an passé. Parce que, tu sais, même principe, deuxième choix qui arrive comme recrue, puis domine dès ses débuts. On parle de lui comme presque un candidat au MVP et tout, mais en y repensant, parce que je me suis aussi dit, c'est quand la dernière fois que les Commanders ont été aussi le fun à suivre? ça me fait beaucoup penser à l'époque où Robert Griffin était le carrière de Washington. Oh oui. Qui avait un engouement autour de Washington à ce moment-là. Robert Griffin qui, malheureusement, a une blessure au genou qui a fait dérailler sa carrière et j'espère vraiment que ça n'arrivera pas à Jayden Daniels parce que ce gars-là est extrêmement excitant à voir jouer sur le terrain. Je suis tellement content pour les fans de Washington qu'on ait enfin quelque chose à se mettre sous la dent comme carrière. Parce que depuis le départ de Kirk Cousins, c'est, comment dire, un peu mince. Fait que, si au moins on a ça, puis... Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de positif qui sortait de Washington. Et je ne parle pas seulement du produit sur le terrain, mais Sam Howell is punching air right now en ce moment. Sam Howell était Jameis Winston. Je ne mentionne aucun nom. Je ne mentionne aucun nom sur le terrain, ni au deuxième étage, mais il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis en plus, avec toute la polémique du nom. Puis finalement, pour une fois qu'on parle des Commanders, on en parle en bien. Puis c'est l'effet de Jayden Daniels, c'est l'effet de Cliff Kingsbury, qu'on avait un peu comme exclu de la NFL quand il avait quitté les Cardinals, revient comme coordinateur offensif de cette équipe-là. Et mon Dieu Seigneur, ça va super bien. T'sais, oui, il y a eu les allégations du demi de coin des Bengals, Cam Taylor-Britt, qui disait « Ouais, ils ont une attaque de collégiale, ils me font pas vraiment peur. » Ben, si c'est une attaque de collégiale, ça fonctionne vraiment pas pire, parce que les Commanders, en ce moment, ont l'air d'être une sérieuse menace dans la NFC. Et oui, les Vikings ont la meilleure fiche à 5-0, mais en ce moment, quelqu'un pourrait me convaincre que les Commanders sont la meilleure équipe de la NFC. Je ne serais pas nécessairement d'accord, mais je ne serais pas en désaccord non plus. Mais je te reviens le narratif de Félix, puis je fais référence à la semaine dernière. Tu disais... Tu trouvais que les Seahawks étaient un peu suspects parce qu'ils n'avaient pas joué contre des grosses équipes. 4 victoires entre les Commanders, c'est les Giants, les Bengals, les Cardinals et les Browns. Ouais. Tu as les Ravens la semaine prochaine, puis après ça, tu as les Panthers, les Bears puis les Giants. Oui. Ils mènent la division, mais je vais quand même reflipper le script que tu avais sorti la semaine passée. Est-ce que c'est une vraie équipe ou c'est juste l'opposition n'est pas nécessairement la meilleure? Mais bon. Vas-y. Je vais aller. La différence pour moi, c'est que les Commanders détruisent ces équipes-là. Les Seahawks, c'était vraiment des victoires très serrées. Puis depuis que j'ai dit cette phrase-là, il y a une semaine, les Seahawks ont perdu 2 matchs. Un match contre les Lions où est-ce qu'on a même livré une meilleure opposition que je pensais aux Lions. Puis on s'y attendait, tout le monde. On l'avait. Ouais. S'ils passaient les Lions, là, on les prendrait au sérieux, mais ça, c'était juste un signe. Puis c'est pas arrivé. Puis finalement, on s'est fait battre par les Giants de New York. Donc là, on va tous se calmer un peu sur les Seahawks. On va tous se calmer. Puis oui, les Commanders, c'est vrai que tu ne contrôles pas contre qui tu joues, mais c'est vrai que c'est pas des grosses équipes qu'on a battues. Mais on domine ces équipes-là. Puis éventuellement, les équipes vont s'ajuster à Jayden Daniels. De plus en plus, on va le voir, on va être capable de s'ajuster. Puis ça fait partie de la game, il va devoir s'améliorer. Puis ça va tomber dans ce cycle-là. Mais tout ce que je vois à date de Jayden Daniels me dit, tu vois, peut-être que les Commanders en ont vraiment un bon. Un peu comme il y a un an, tu disais, peut-être que les Texans en ont enfin un bon avec CJ Stroud. Puis encore là, ça va peut-être être un mirage, mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup ce que les Commanders ont. Et tu pourrais me convaincre que c'est une équipe qui va au moins se rendre en série, peut-être faire un petit peu de dommage. Moi, ce que je vais dire sur Jayden Daniels, c'est qu'il fait extrêmement bien parce que
du côté de Washington, on y suit encore les cicatrices de Dan Snyder comme propriétaire. Tu sais, changer de propriétaire, changer une culture d'entreprise aussi pourrite qu'elle l'était durant autant d'années, ça se fait pas en un an, ça se fait pas en claquement des doigts. Ouais. Avoir une carrière de même, ça aide pour ce genre de choses. Et les gars, je veux juste vous poser la question parce que j'ai eu ce débat à quelques reprises cette semaine. Jaden Daniels, chez les dual threat carrière de la NFL, vous le classez où? Tu sais, mettons, je vous donne Jaden Daniels, Josh Allen, Kyler Murray, puis mettons pour faire un quatrième, parce que je crois beaucoup en ses capacités athlétiques, mais c'est encore un diamant brut, Anthony Richardson. Il a même pas mis Lamar Jackson. Juste vous dire qu'il a pas... Non, mais il a pas mis Lamar Jackson non plus. Juste vous dire, il a pas mis Lamar Jackson. Comment t'as pas mis Lamar Jackson et Justin Je Fields savais ce là-dedans, que je faisais. Wow. Écoute, Anthony Richardson est de loin quatrième. Honnêtement, si je pouvais en mettre, je le mettrais cinquième si je pouvais. Ouais, mais je regarde ce qu'il serait capable de faire. Ouais. Mais oui, mais en ce moment, ça a besoin de travail encore. Fait que tu sais, ce que je... Tu m'as dit Kyler, tu m'as dit Josh Allen. Kyler Murray, Jaden Daniels, puis Josh Allen. Hey, je pense que j'ai les trois. J'ai Daniels troisième, j'ai Allen 1, Kyler 2, mais c'est beaucoup plus serré que tu penses entre les trois. Écoute, Pop. Daniels n'est pas si loin que ça de Kyler. Écoute, Pop, moi je suis prêt à mettre Daniels deuxième, juste derrière Josh Allen. Je veux dire, Josh Allen, il l'a prouvé que autant que c'est pas beau à voir, c'est un extrêmement bon corps arrière au niveau de la course. Puis tu t'en attends pas parce qu'il a tellement un bon bras aussi. Mais Jaden Daniels, oui, est un excellent coureur. Au niveau de la passe aussi, les gars, il mène la ligue pour le pourcentage de passes converties avec 82% de ses passes réussies. Je veux dire, le gars... C'est énorme, c'est énorme. Le gars va passer le ballon, mais on va s'assurer qu'il réussisse ses passes. Puis peu importe quel est le jeu, il va réussir la passe. Puis c'est la raison pourquoi les Commanders sont là en ce moment. Puis c'est surtout le fun de voir maintenant dans cette course dans l'Est de la Nationale qui devait être une course à deux équipes entre les Eagles et les Cowboys. Les deux équipes maintenant sont à 2-2. Les Commanders qui mènent cette division. Puis les Giants à 2-3, ben, ça donne qu'ils sont dans le mix maintenant incidentellement à cause de ça. Fait que c'est un petit peu drôle à voir, mais là, Pop, relax, il n'y a pas de campagne d'MVP pour Danny Dimes en voie. Là. Il y a calme tes ardeurs. Calme tes ardeurs. Il n'y a rien qui se passe. Au-delà de ça, Félix, tu as mentionné quand même les Seahawks qui ont perdu un deuxième match cette saison. Une autre affaire que je retiens d'ailleurs aussi, là, c'est Kirk Cousins. C'est une autre affaire que Kirk Cousins. Est-ce qu'on peut me sortir une liste de corps arrière qui se sont juste améliorés avec l'âge? Kirk Cousins, encore une fois, un legacy game. Le gars, on était encore une fois pour gagner la game. C'est la raison pourquoi tu es allé chercher Kirk Cousins. Puis je tiens tellement à m'excuser sur cette émission-là parce que j'ai remis en question la signature de Kirk Cousins chez les Falcons alors qu'on repêchait Michael Penix. Et j'ai même dit, là, j'avais fait un comparatif avec les Packers de Green Bay. J'ai dit, je suis désolé pour les fans des Falcons parce qu'on tente peut-être de créer une culture, tout ça. Michael Penix qui allait derrière Kirk Cousins, mais tu sais quoi? J'admets mes torts. Kirk Cousins est absolument incroyable cette saison. Et en plus, a battu le record individuel pour le nombre de verges par la passe en un match. Puis ça donnait que c'était une soirée où on célébrait Matt Ryan pour tout ce qu'il a fait à Atlanta. Mais les gars, le record pour les Falcons, pas dans l'histoire pour de les la Falcons, NFL, pour les Falcons, oui, Falcons. bien sûr, je vais dire pour les Falcons. Mais les gars, y a-tu autant de carrières qui se sont autant améliorées avec l'âge? Bon, là, vous me direz Tom Brady, là, mais Tom Brady, lui, il a été bon toute sa carrière. Kirk Cousins, ça a été un petit peu en vague, mais à quel point est-ce qu'il est bon en ce moment? J'essaie de trouver un comparatif. Le premier nom qui me revient en tête, c'est peut-être pas au même niveau, mais peut-être Kurt Warner? Ah, I love you some Kurt Warner. Ouais. C'est parce qu'il arrive tard, mais ouais, je comprends pourquoi tu mets Kurt Warner. Kurt Warner est un late bloomer. Ouais. L'autre en fait, les deux autres que j'ai en tête, puis c'est pas autant que Kirk Cousins, je trouve, c'est Aaron Rodgers qui a quand même gagné des MVP à 39-40 ans. Ouais. Puis tu sais, ses meilleures années étaient à 39-40 ans.
Puis j'ai envie de dire Matthew Stafford, qui a longtemps été vu comme un carrière un peu, un gunslinger, un gars qui lance le ballon, qui se fout qui a un juste peu. qui a juste un gros bras. C'est ça. C'est ça, qui a juste un gros bras puis qui n'est pas vraiment, qui est pas prudent avec le ballon. Et oui, Matthew Stafford n'est pas parfait, mais en arrivant avec les Rams, il a vraiment raffiné son jeu. Jouer avec Sean McVay, ça l'a aidé à devenir un bien meilleur carrière. Mais je pense que je suis d'accord avec toi que c'est pas au niveau de Kirk Cousins. Puis c'est impressionnant. On parle d'un gars qui, a moins d'1 an, a eu une grosse déchirure du tendon d'Achille et qui, là, joue comme pas un candidat au MVP, mais qui vient d'avoir tellement une grosse semaine. Puis qui... 2 grosses semaines parce que. Oui, 2 grosses semaines. Oui. Puis même 3 si on inclut l'autre d'avant aussi, où est-ce qu'on avait battu les. Eagles? Les Saints. Oui, les Eagles au Monday Night Football. Surtout Kirk Cousins, qui a souvent été accusé de ne pas se lever dans les matchs de prime time. Jeudi soir, je ne veux plus rien entendre après jeudi soir. 509 verges, puis gagner ce match-là contre les Buccaneers, je ne veux plus rien entendre sur Kirk Cousins en prime time. Je veux rien entendre. En tout cas, si vous êtes un fan du football de la NFL et un football des Jets de New York, on est de tout cœur aussi avec vous parce que, encore une fois, alors qu'on semblait avoir un peu trouvé notre place dans l'américaine, Aaron Rodgers tombe encore une fois au combat. Puis, on n'a pas encore rien d'officiel qui est sorti, mais c'est pas beau à voir. Mais c'est pas si éviter le pays. C'est une blessure à la cheville. C'est pas saison terminée ou quoi que ce soit. C'est pas comme l'année passée. Non. Je pense que ça pourrait jamais être aussi pire que ce qui s'est passé avec Aaron Rodgers l'an passé. Une retraite en Amazonie avec l'ayahuasca, il revient la semaine prochaine. Non, mais je pense qu'il va. S'il joue pas la semaine prochaine, il joue dans 2 semaines. En anglais, c'est un low ankle sprain qu'il appelle. C'est pas une blessure qui est très, très grave normalement. Fait que, si c'est pas la semaine prochaine, quand t'es rendu à 40 ans, puis là, ça s'accumule. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait mal. C'est tellement drôle. Je devrais pas rire de ça, mais Aaron Rodgers qui comme s'il avait besoin que quelqu'un le réanime dans Fortnite. Ouais. Oui, je l'ai vu. Aussi, oui. Oh, man. Comme quoi j'adore Twitter. J'adore Twitter. C'est la meilleure place au monde. Je fais juste regarder le classement en ce moment, puis on parle d'Aaron Rodgers, ça m'a fait penser aux Packers un peu. Le nord de la nationale, la pire équipe de la division joue au-dessus de 500. On savait que ça allait être une bonne division, puis c'est l'est. Puis, personne donnait aux Vikings, qui sont maintenant 5-0, soit dit en passant. Ouais. Les Bears sont rendus en haut de 500. Et je vais juste faire mon brag de la semaine et dire que je l'avais callé. Les Jaguars de Jacksonville ne sont plus la seule équipe sans victoire de la NFL. Fuck les Jaguars, man. My God. Fuck les Jags, man. Non, en tant que shit, je sais que tu vas défendre les Jaguars un peu. Non, mais OK, j'ai osé défendre les Jaguars en début de saison parce que j'aimais un peu ce que je voyais des Jaguars l'année passée, surtout une attaque qui peut être dynamique, mais là, tu sais, Doug Peterson, il n'a pas fait une job très incroyable cette saison, en fait. Mais mis à part pour une dégelée contre les Bills la semaine dernière, qui était absolument terrible. C'était tous des matchs qui étaient gagnables pour les Jaguars. Puis je pense juste à semaine 1 où on a mis quelques points rapides contre les Dolphins. On a perdu ensuite par 5 points contre les Browns. Puis là, la semaine dernière, on a perdu par 4 contre les Texans. Bon, ben finalement, là, on est capable de terminer la donne contre... c'était contre les Colts. On dirait que ça vaut ce que ça vaut comme équipe, mais c'est des trucs comme de même qui sont assez... qui sont la bienvenue. Puis j'aime beaucoup certaines des pièces qu'ils ont en attaque, comme je mentionnais. Puis un joueur que je trouve tellement sous-estimé, mais Travis Etienne Jr., c'est un joueur que j'aime. Je veux dire, on n'œuvre pas avec grand-chose du côté de Jacksonville, either way. Mais je sais pas, j'aime ce que je vois. C'est juste que Trevor Lawrence, à date, est très nonchalant dans sa manière de jouer. Puis je pense pas que Doug Peterson est l'homme de la situation. Imagine peut-être que s'il avait perdu aujourd'hui, il l'aurait enfin canné. Puis ça aurait peut-être été bon. Honnêtement, je croyais que ça allait être fait la semaine dernière après la dégelée contre Moi aussi. En tout cas, moi, je fais juste dire que si on avait eu les mêmes codes cette semaine par rapport à la semaine passée, les Steelers seraient encore undefeated. Alors, on peut aussi encore parler du fait que j'en reviens toujours pas. Les Colts qui ont de l'air d'une équipe qui peut aller au Super Bowl une semaine puis se faire sortir par la seule équipe sans victoire la semaine d'après. Un rival de division qui puisait.
Sacrement. Ah, puis Joe Flacco qui part pour une course de 20 verges aussi. Oui, ça, c'était drôle. Ça, In c'était the drôle. year of our Lord 2024. Ah, même en 2013, Joe Flacco faisait pas ça. Fait qu'en 2024, c'est encore plus drôle. Quand je vois Tom Brady courir dans ses temps avec les Buccaneers, il n'a jamais été autant un meilleur coureur avec le ballon qu'il a été avec les Buccaneers à sa 20e saison. C'est vrai, c'est vrai. Mais il s'est pas amélioré comme receveur, ça, je te le garantis, par exemple. Moi, je repasse juste. Ça, c'était le fun. Les gars, on va passer au hockey de la Ligue nationale parce que c'est un bloc très spécial qu'on a pour vous. C'est un bloc 100% prédiction qu'on a à faire un petit peu pour vous. Mais là, finalement, on peut se le dire, les gars, la pré-saison est terminée. Ah, yes. J'ai l'impression que j'ai gagné des cheveux gris, que j'ai perdu quelques années de ma vie, mais finalement, la pré-saison est terminée. Elle a duré quoi? 3 mois et demi, cette pré-saison-là? Hey, Sérieux, c'est interminable, man. Interminable. Oh my God. Moins de matchs. Sérieux, 4 à 5 matchs max par équipe. Ouais, puis après ça, on veut rajouter plus de matchs en saison régulière. Ben, c'est pas grave, j'aimerais. Ils l'ont fait dans la NFL. Problème. Mais ils l'ont fait dans la NFL. C'est moins. De moins. Ah, puis tu sais très bien ce que j'en pense de ça dans la NFL. Écoute, j'ai pas dit que je suis d'accord avec cette situation-là, mais au moins, t'as moins de cas de joueurs qui veulent se faire un nom et qui font des gestes salauds dans la saison régulière que pendant la pré-saison. T'as-tu visé? Ouais. Mais donc, en tout cas, moi, je fais juste dire, est-ce que vous étiez debout samedi matin à 10h pour écouter une game Devils sobre à fucking Prague? Je ne l'étais pas. Hey, pour de vrai, on peut-tu parler vite de cette gestion d'horaire? C'est de la logistique. Toutes les ligues font ça maintenant. Toutes les ligues font ça maintenant, puis j'aime pas ça. Toutes les ligues font ça maintenant, j'aime pas ça d'aller commencer leur saison. La MLB a fait ça aussi, de commencer avec 2 matchs au. C'était ça au Japon ou en Corée? Je pense que c'était en Corée. Ouais. Il y avait ça au Japon. Ouais, c'est il l'avait déjà fait au Japon. C'était quand Ichiro Suzuki avait officiellement pris sa retraite avec les Mariners. Puis la LNH le fait depuis. C'est pas la première année qu'on fait ça, la LNH, d'aller jouer des matchs en République tchèque ou dans ce coin du monde-là. Je suis pas un fan. Pour moi, on dirait que c'est pas des vrais matchs de saison régulière. Ben surtout, justement, la saison régulière en soi est commencée avec ça, mais tu avais quand même des équipes qui terminaient leur saison régulière. Fait que tout ce qu'on va dire, c'est que Paul Cotter est le meneur au tableau des points pour la Ligue nationale de hockey, puis Jonathan Kovacevic, Jonathan Kovacevic, Norris Trophy season is upon us. Puis Jake Allen, meneur maintenant pour le nombre de buts par match alloué. Est-ce que vous avez entendu c'est quoi le nouveau surnom de Jonathan Kovacevic au New Jersey? Non. Jonathan Kovechkin. C'est le cher de... C'est le même qui était appelé après le premier match de la saison. On l'a eu 2 ans à Montréal, puis il n'y a personne qui n'a jamais pensé à faire ça. Moi, je fais juste dire on l'a échappé, ça. Ouais, on l'a vraiment échappé. Kent Hughes va devoir regarder Jonathan Kovacevic et dire « I'm sorry, man, I wasn't familiar with your game. I owe you an apology. » Oh, man. Écoute, il était juste dans une mauvaise circonstance parce que ça donne que repêcher des Canadiens chez les défenseurs, c'était la nouvelle affaire à la mode. Tout ça pour dire, les gars, on a quelques affaires que j'aimerais qu'on jase ensemble. Puis, il y a quelques équipes que j'aimerais qu'on jase ensemble. On va parler un peu des équipes qu'on surveille. Autant celles qui vont progresser et celles qu'on pense qui vont régresser. J'ai envie qu'on commence un petit peu par les équipes qui vont progresser parce que on vient d'en jaser. C'est une équipe qui était en action. Mais Pop, qui vois-tu comme ton équipe qui va progresser? Écoute, vous pourrez me dire que c'est peut-être un recency bias, justement après leurs 2 victoires à Prague en fin de semaine. Mais je regarde les Devils du New Jersey et je suis pas convaincu, mais pas très loin de me dire que l'année passée, c'était un flou. On a juste trébuché l'année passée. Jacob Markstrom, qui, après la première période de l'année dans la Ligue nationale, est déjà un candidat pour l'arrêt de l'année sur Nicolas Aubé-Kubel. Je me dis, l'année passée, New Jersey avait moins 50% de chance. C'était même pas 0, c'était moins. On était rendu dans le négatif
aucune chance que cette équipe-là aurait eu un arrêt de Marcus Vedicek l'année passée. Et là, tu as Dougie Hamilton qui revient en santé. Puis là, tu as Luke Hughes et tu as Brett Pesci qui ne sont pas encore revenus au jeu. Et vous me direz, les Sabres de Buffalo, c'est peut-être pas les plus gros contenders à la Coupe Stanley, mais je regarde ça. Jack Hughes est en pleine santé. On a enfin un goaler numéro 1. La défensive va être aussi forte que jamais. Pour vrai, New Jersey va être ce qu'on pensait d'eux l'année passée. Puis je pense que Sheldon Keefe aurait beaucoup à gagner si on pourrait amener cette équipe-là très loin en série. Mais écoute, c'est juste 2 games, mais je regardais New Jersey cette semaine, puis j'étais comme, OK, ils ont l'air d'être for real. Là. Ça va risquer d'être... Puis tu sais, Paul Cotter, Stefan Noesen, Jonathan Kovacevic ont tous contribué grandement aux 2 victoires à Prague. Tu sais, c'est pas les ajouts les plus spectaculaires, les plus flashy, mais Dieu sait qu'un Paul Cotter qui est capable de bien patiner puis de complémenter une équipe qui possède 2 des meilleurs patineurs de la ligue en Jack Hughes et Jesper Bratt, ça va être mortel sur les ailes puis en relance du côté des Devils. Rajoute-moi Luke Hughes et Brad Pesci qui vont venir bientôt. Puis d'après moi, c'est mes candidats pour gagner peut-être la métropolitaine cette année. J'aime ça. J'aime ça. Moi, tu vois, je vais aller plus dans l'Ouest avec une équipe qui, théoriquement, n'existait pas l'an passé, donc elle peut juste s'améliorer. Mais l'équipe qui joue en Utah, donc le Utah Hockey Club, l'équipe de hockey de l'Utah, les anciens Coyotes, pour moi, sont vraiment une équipe qui t'a surveillé cette année parce que l'an passé, depuis quelques années, on construit quelque chose avec cette équipe-là, ce groupe-là. On a plusieurs bons jeunes. On pense souvent à Clayton Keller et avec raison parce que c'est quel joueur de hockey nouveau capitaine. Oui. Clayton enfin. Ça aurait dû être fait il y a 4 ans. Mais enfin, Clayton Keller, capitaine, et quel joueur sous-estimé. On a tellement de bons jeunes talents dans cette équipe-là. Je pense à Dylan Gunter. Je pense à Josh Doan aussi qui a vraiment explosé l'an dernier à son arrivée. Pour solidifier la défense, on a Chandersy qui est là. Et on a aussi Mikhail Sergachev. Je ne suis pas le plus grand fan de Sergachev, mais ça va clairement améliorer la brigade défensive. Et devant le filet, Connor Ingram demeure le secret le mieux gardé devant le filet de toute la LNH. L'an dernier a mené la ligue pour les blanchissages, si je ne me trompe pas, 8 ou 9. Il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, Connor Ingram, des blanchissages l'an passé. Donc, pour moi, c'est une équipe à surveiller parce que ce jeune noyau-là va progresser. On s'est éloigné de toute la pourriture qui restait en Arizona. On s'en va en Utah. On a comme un nouveau départ avec des partisans qui vont vouloir prouver qu'ils méritent cette équipe-là. Et surtout, on a des propriétaires qui veulent dépenser dans cette équipe-là, qui veulent investir dans cette équipe-là. J'aime la base, la fondation qu'on a pour l'équipe de l'Utah et je pense qu'on peut avoir une très, très belle saison. Je pense qu'on peut peut-être croire aux séries aussi. Je pense que c'est plus réaliste de croire aux séries pour l'équipe de l'Utah que pour le Canadien. Non, 100%. définitivement. 100%. 100%. Félix, il n'y a personne qui va argumenter ça contre toi. Avec Patrick Laine, tu aurais pu me convaincre, mais là, moi. Ouais, là, écoute, ça va devoir attendre un petit peu dans le cas de Laine. Tu parles des Canadiens? Je vais rester dans l'Atlantique pour une équipe que je vois progresser cette année. Puis je pense que je ne suis pas le seul. Je ne suis certainement pas un des seuls qui les voit comme ça. Mais je vois les Sénateurs d'Ottawa faire un peu plus de chemin cette année. Arrête les scènes. Ça me fait mal. T'embarques vraiment, là? Ça me fait mal, ça me fait chier un peu. Mais tu sais quoi? Pop? Je peux admettre que les Sénateurs sont prêts pour faire un peu plus de chemin. Puis c'est sûr qu'il va y avoir quelques embûches en chemin. Mais là, peut-être, est-ce que c'est finalement la saison où on va pouvoir voir tout le talent et l'étendue de ce que Shane Pinto peut arriver? Je veux dire, c'est un peu difficile de parier là-dessus, à savoir s'il va être bon. Pour vrai. Je vois ce que tu as fait, Mio. Je vois ce que tu as fait. Mais est-ce que ça peut être la nouvelle bête noire du Canadien, en tout cas, comme on a vu dans un match de pré-saison? Mais au-delà de ça, la présence de Claude Giroux en tant que vétéran de l'équipe, Team Stutzla, qui est juste un super bon talent à voir. De plongeur, plongeur? Ça, c'est un autre sujet, mais au-delà de ça, c'est sûr qu'ils ont des bons morceaux, jeune équipe, mais 2 affaires, encore une fois, je pense qu'ils vont progresser,
mais la situation des contrats, ça laisse à désirer. Et au-delà de ça, il faut faire attention au niveau de la santé aussi, parce que là, on a eu quelques close calls, puis ne serait-ce que de perdre un des gros joueurs de cette équipe-là, puis je pense que le restant du château de cartes peut s'écrouler. Mais dans un monde idéal, tout le monde est en forme, tout le monde est en santé. Je les vois faire du chemin. Puis, en plus de ça, que l'Atlantique, permettez-moi de douter sur l'étendue de cette division-là. Et je pense que, pour une fois, il peut y avoir une ouverture pour les Sénateurs. C'est sûr que Linus Ullmark vient changer beaucoup de choses. Il est arrivé, il arrive à Ottawa de Boston, après avoir gagné le Vizina, pas l'année qui vient de finir l'autre d'avant. Il n'y a pas la main défensive qu'à Boston, ça c'est sûr. OK, je vois prendre un step en avant, ça c'est sûr, mais assez pour faire les playoffs dans cette division-là en plus. Tu tasses qui? Tu tasses pas Floride, tu tasses pas Tampa, tu tasses pas de Toronto. Ça serait fou de tasser. Écoute, tant qu'à être déjà dans le sujet, on ne pourra pas tasser Boston maintenant que Jeremy Swayman vient de signer pour 8 ans. Écoute, Boston, on va y revenir dans 2 secondes. À la limite, tu pourrais me convaincre de Boston, mais pas pour Ottawa. Pas pour Ottawa. Parce que si tu rentres, t'es peut-être comme équipe repêchée. Faudrait que la métropolitaine soit vraiment pourrie puis qu'il y ait juste 3 équipes de métropolitaine. Je parle d'équipes qui progressent. C'est pas impossible que la métropolitaine soit mauvaise à ce point-là. J'ai quand même parlé d'équipes qui progressent. J'ai pas parlé d'une coupe pour les Sénateurs. Non, mais tu sais, s'il faut que les Sens manquent encore les séries, un peu comme Buffalo aussi, ou un peu comme Détroit, un peu, tu sais, ce mix de bottom four dans l'Atlantique avec Montréal, Détroit, Ottawa puis Buffalo, un moment donné, il va bien en avoir une qui va faire les séries à un moment donné, mais celle qui va la faire va tellement humilier les 3 autres, ça va être incroyable. Vraiment. S'il faut que Montréal fasse les séries avant les 3 autres. Mais si Montréal fait les séries avant Buffalo, sérieusement, Ottawa. Buffalo puis Ottawa, s'ils font les... C'est ça que je Buffalo, dis. Ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas fait, même 14 ans! C'est ça que je dis, les gars. Il y a une ouverture un petit peu là, dans l'Atlantique. Il y a quelque chose qui se trame en ce moment. Là, les fondations commencent à shaker un peu. Ça pour dire. Ce sont nos équipes qu'on pense qu'ils vont progresser. Mais cette fois-ci, les gars, on a ciblé 3 équipes qu'on pense, en fait, qui vont régresser. J'ai envie de commencer le bal un petit peu parce que j'étais là. Okay. Je veux dire, c'était pas une équipe non plus qui faisait de la grosse compétition, mais c'est plus de où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on a un vrai plan? Et j'ai mentionné les Capitals de Washington. Parce que clairement, là, les Capitals, eux autres, leur prochain championnat, ce n'est pas une Coupe Stanley, c'est de permettre à Alexander Ovechkin d'avoir son record de but, de dépasser celui de Wayne Gretzky. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est plus en train de ramasser des petites pièces à gauche et à droite pour essayer de l'entourer avec des passeurs, des fabricants de jeux, des gens qui peuvent juste lui passer la rondelle pour qu'il puisse marquer des buts. On a perdu le meilleur joueur qui a fait ça. C'est quelqu'un qui en a fait sa carrière de distribuer des passes à Alexander Ovechkin en Niklas Bäckström. Ton plan, c'est Pierre-Luc Dubois. Je veux dire, autant que j'adorais Pierre-Luc Dubois. Armada, légende. Légende de l'Armada quand même. Légende de l'Armada quand même, mais il n'a pas montré beaucoup de motivation. Puis j'espère que ça va changer à Washington, mais je veux dire, est-ce que ça va être ça? Je sais pas. J'ai confiance quand même en Charlie Lindgren entre les poteaux. Encore une fois, on verra qu'est-ce que ça va avoir de l'air une fois que la saison va commencer, mais où est-ce qu'on s'en va à Washington? Le prochain championnat, comme je dis, c'est celui de permettre à Ovechkin d'obtenir le record de la Ligue nationale de hockey, mais je veux dire, à quel point est-ce que c'est ton objectif principal? Je veux dire, le restant de la formation, les gars, là, je veux dire, est-ce qu'on est capable de faire un rundown de l'alignement complet des Capitals? J'ai la liste devant moi, puis pour vrai, Washington, j'ai trouvé ça intriguant qu'est-ce qu'ils ont fait cet été. Tu vas chercher Pierre-Luc Dubois, tu vas chercher Andrew Mangiapane, tu vas chercher Jacob Chikrin. Moi, s'il y a un joueur peut-être que je vais peut-être surveiller un petit peu plus du côté des Capitals et qui va peut-être sortir de l'ombre un petit peu plus, c'est Rasmus Sandin, qui a connu d'excellents moments depuis qu'il est parti de Toronto. Et
dans un contexte où John Carlson commence à prendre de l'âge un peu, ça pourrait peut-être aider. Mais je pense que l'année prochaine, en tout cas cette saison, on va devoir faire la même affaire que l'année passée. Il va falloir que Charlie Lindgren goal sur sa tête pour y arriver, pour se rendre en série. Mais c'est intriguant. Du côté de Washington, c'est un peu comme Pittsburgh, un peu. On veut pas gagner nos boys, mais on fait des moves douteux en chemin, puis on se demande pourquoi vous faites ça. Ouais. Fait que j'aimerais ça voir un peu ce que Washington va faire, mais tant que mon goal va être là, moi je vais être un Capitals Truthers. All right, Pop. Félix, on a parlé il n'y a pas si longtemps des fameux Bruins de Boston. Écoute, je pense que les Bruins partent avec une longueur d'avance pour faire les séries. Je pense qu'on est quand même une des 4 meilleures équipes dans l'Atlantique. Puis je pense qu'au moins 4 équipes de l'Atlantique vont faire les séries. Mais je sais pas, man. Il y a quelque chose autour des Bruins que j'aime pas. La saga de Jeremy Swayman, j'ai l'impression que ça a peut-être fragilisé un peu cette équipe-là. Ça a fait un peu de remous dans les médias et tout. Puis oui, il y a un jeu de négociation. Mais j'ai trouvé ça ordinaire. Là, dans quel état Swayman va arriver? Est-ce que Swayman va être prêt à jouer cette semaine, dans 2 semaines? Je sais pas. Il faut que tu survives avec une as sur Pissalo. J'ai des doutes sur l'alignement de patineurs. Qui va vraiment être le... On a David Pastrnak, mais qui va suivre David Pastrnak? Est-ce que Brad Marchand est encore capable? Est-ce que Matt Poitras va vraiment progresser? Il y a beaucoup de choses à Boston. Je me dis, il y a comme pas assez de garanties en ce moment. Puis dans une division atlantique, justement, où est-ce qu'on a tellement de bonnes équipes, il suffit qu'Ottawa ou Détroit ou Buffalo ou le Canadien, hypothétiquement, prennent un pas vers l'avant. Puis tranquillement, pas vite, peut-être que Boston commence à t'inquiéter un peu. Je suis pas all-in là-dessus, mais j'aime pas ce qui se passe à Boston en ce moment. Félix, j'ai sorti cette cassette-là depuis 3 ans sur les Bruins de Boston. Je sors la même cassette. Il y a un petit quelque chose qui fait pas que je crois pas en Boston. Ouais. Marchand commence à être vieux. Oui, Pasternak, il est là, mais Patrice Bergeron est plus là. Tuukka Rask est plus là. Puis, je pense l'année suivante ou 2 ans après, meilleure saison régulière ou l'une des de l'histoire de la Ligue nationale. Puis, l'année passée, on n'a pas passé à grand-chose de dépasser les Panthers de la Floride et gagner cette division-là. Les Bruins de Boston sont juste pas tuables. Puis, le fait d'avoir Jeremy Swayman peut-être à la 2e semaine de la saison, au lieu de l'avoir au mois de décembre, mettons, ou à fin novembre, ça change beaucoup de choses. Parce que, OK, oui, tu as Pasternak et Marchand, ça c'est réglé. Elias Lindholm, qui se rajoute là, qui est un centre de bonne qualité, surtout si tu l'entoures d'excellents alliés, ça pourrait rapidement devenir un excellent centre numéro 1. Charlie Cole est encore capable. Pavel Zacha a prouvé l'année passée qu'il pouvait prendre des responsabilités supplémentaires. Et je m'excuse, quand ton top 4, c'est encore Charlie McAvoy, Hampus Lindholm, Nikita Zadorov, puis Brandon Carlo, avec Jeremy Swayman dans les nets, moi, je pense que Boston ne sont pas encore finis. Malheureusement, ça me fait de la peine pour dire ça, parce que j'attends depuis 5 ans de Smoke leur pack, puis de voir leur downfall, puis ça n'arrive jamais, puis ça m'énerve. D'ici là, Pop, quelle est ton équipe qui va régresser en 2024-2025? Je dis pas qu'ils vont s'écrouler ou qu'ils vont prendre 1 million de pas de recul, mais une équipe qui m'inquiète pour cette saison, c'est l'Avalanche du Colorado. Le talent est là. Le high-end talent est là. Rantanen, McKinnon, Makar, Taves sont tous encore là. Fine. Regarde en arrière. Peux-tu me nommer quelques gars de l'alignement qui vont être là au premier match de la saison puis que tu te dis, OK, cette équipe-là a une profondeur pour aller loin en saison régulière? Arturi Lekonen ne débutera pas la saison. Non. À cause d'une blessure. Dans les nets, tu as encore Pavel Francouz. De quoi, ça?
Ah, ok, je pense que tu parlais de Georgiev qui est. Mais qui est pas mais aussi Gorgiev qui est pas. Tu sais, en arrière, c'est encore suspect. J'ai aimé ce qu'on avait fait à la dernière date limite des transactions. On avait été chercher Casey Middlestat, puis je pense qu'il y avait un Sean Walker que malheureusement ne sera pas de retour avec l'Avalanche cette année. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la situation salariale de l'Avalanche du Colorado. Tu regardes en ce moment, cette équipe-là est à côté au plafond sur le cap salarial. Pour l'instant, Valérie Nichushkin et Gabriel Landeskog ne sont pas encore sur le LTIR, fait que leur salaire compte encore là-dessus. Puis je pense que au moment où on enregistre, je pense que l'Avalanche du Colorado, il leur reste comme 30 000 $ sous le cap salarial. Ça prend juste une blessure sérieuse à Nathan MacKinnon, puis je pense que le château de cartes s'écroule de même. Puis tu n'auras pas la valeur en choix de repêchage ou en joueur pour faire une transaction. Tu n'auras même pas aussi en valeur financière. Fait que s'il faut qu'on commence l'année lentement au Colorado, ça peut rapidement virer sur le top, assez rapidement. Surtout qu'une équipe comme Nashville a dépensé tellement pour durant les joueurs autonomes. Je pense quand même que Colorado va être dans les séries, puis je pense que ce ne sera pas une grosse surprise. Mais je suis nerveux. Si j'étais un fan de l'Avalanche, je toucherais du bois pour pas qu'il arrive de blessures sérieuses parce que ça peut virer sur le top très bientôt. Ouais, parce que tu as parlé quand même de cette division de la centrale avec les Stars qui se sont rendus extrêmement loin en série l'année dernière, qui vont encore être à surveiller. Tu as parlé des Predators. Puis tu as quand même d'autres équipes que tu ne peux pas ignorer, comme les Jets et peut-être le club de hockey de l'Utah là-dedans. Ça va être le fun à voir par contre, mais l'Avalanche Pop, je pense que c'est un bon choix pour ça. Les gars, on approche un petit peu de la fin. Juste envie qu'on jase très vite, OK? On a ciblé 3 des prix individuels qu'on pense qui vont les gagner. Donc, nous avons le Vezina, le Norris et le Hart. Petit tour de table, les gars. Qui gagne le trophée Vezina pour le meilleur gardien? Je vais y aller en premier. Igor Shesterkin dans une année de contrat. Je pense que c'est aussi simple que ça. Je vais aller avec Shesterkin. Puis ce gars-là va arriver, va demander tellement d'argent dans un an s'il devient joueur autonome. Puis je pense qu'il va avoir le couteau entre les dents, va avoir une grosse saison. Puis dans ce qui est peut-être cette dernière année-là du noyau des Rangers, je pense qu'il va être absolument un véritable mur devant son filet. Moi, je pense que Jeremy Swayman va arriver dans cette saison-là en colère. Peut-être pas en colère, mais il va arriver avec le feu au cul, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Puis je pense que ça va grandement le motiver. Moi, je crois encore que Boston va être encore dans les tops équipes dans l'Est. Ça reste à voir s'il va être capable de goaler plus que 40 games dans une saison. Mais Shesterkin, c'est un bon choix. Mais je pense que Jeremy Swayman, après avoir échoué d'avoir reseté le market chez les gardiens, après avoir pris cette entente de 8 ans-là, va arriver, va vouloir tout casser. Fait que moi, je vois un Jeremy Swayman très motivé cet hiver. Donc, selon Pop, Jeremy Swayman aura mangé au restaurant mexicain le plus douteux de la ville de Boston s'il arrive avec le cul en feu. Ça ressemble à ça. Pour ce qui est de mon gardien, je vais y aller avec Igor Shesterkin aussi dans cette année de contrat pour les Rangers. Félix, t'as tout énoncé ça. Puis, ce qui m'amène au prochain point pour le défenseur, avec le Norris. Je vais prendre la parole en premier parce qu'on parle d'Igor Shesterkin. Je crois qu'il fera d'Adam Fox le récipiendaire du trophée Norris pour la saison à suivre. J'aime ça. J'aime ça. Moi, tu vois, j'ai envie de dire Miro Heiskanen parce que je pense qu'il mérite. Je pense qu'éventuellement, c'est sûr qu'il va en gagner un, mais j'ai envie de creuser un peu plus sur celui-là. Noah Dobson. Noah Dobson, je suis pas all-in sur Noah Dobson, mais je sais pas. Un Norris, il faut que tu regardes à marquer des points. C'est comme ça que ça marche, le Norris, maintenant. Dobson n'est pas hyper offensif, mais il va avoir une grosse saison offensive quand même. Pas point par match. Chez les Islanders. C'est ça, chez les Islanders. Puis, je sais pas, j'aime le gars, j'ai envie d'y croire. Tu me demandes prédiction rationnelle, je dirais Heiskanen.
Mais Noah Dobson, je sais pas pourquoi j'ai envie de croire en la candidature de Dobson cette année. Oh! Ta prédiction le fun. Ouais, c'est mon pour le fun. Hop! Je vais y aller rapidement. Je crois beaucoup en l'équipe. Ils se sont améliorés. Et ce gars-là est constant année après année. Je colle un 2e trophée Norris pour Roman UC. J'aime ça. Oh. Les Prédateurs, t'as parlé grosse saison morte. Extrêmement grosse sain morte. Puis Roman aussi. T'as parlé de quelqu'un qui doit marquer des points? Ouais. Ah, c'est qui va en avoir du fun. Roman UC à Steven Stamkos sur le powerplay cette année à Nashville. Oh va my être God. comme du crack. Ça va être beau. Ça va être le fun. Finalement, notre dernier récipiendaire pour de trophée individuel qu'on s'accorde, le trophée Hart pour le MVP, le joueur le plus utile. Pop, tu as mentionné cette équipe-là comme une équipe qui va régresser, l'Avalanche du Colorado. Et c'est pour ça que je place Nathan MacKinnon comme mon récipiendaire. Oh, back-to-back, OK. Oh, je donne back-à-back parce que là, tu as parlé à quel point c'est fragile cette équipe-là, tout ce qui est du noyau, de la profondeur. Maintenant, ça, c'est la conversation éternelle sur qu'est-ce que ça veut dire que de gagner un MVP, qu'est-ce que c'est le plus utile. Maintenant, avec toute cette profondeur-là, tu enlèves Nathan MacKinnon, tu as mentionné à quel point ça pourrait être désastreux. Tout ce que j'ai à dire. OK. Vas-y, moi, je vais y aller avec le gars qui aurait dû gagner l'année passée. Et que ce gars-là, on disait que Miro Heiskanen était dû enfin pour gagner un Norris. Nikita Kucherov est dû pour gagner un trophée Hart à un moment donné. Ouh, late Mais bloomer. il l'a déjà gagné. Il l'a déjà gagné une fois. Oh! Sa grosse année, il l'avait gagné. Ah, ben oui, c'est vrai. T'as bien trop raison. Je suis bien calme. Mais un deuxième! Un deuxième. Il est dû pour un deuxième. Il est dû pour un deuxième. Mais je l'avais collé. Vas-y. Mais l'année passée, je le voyais lui. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir. Tu sais, on parle de Roman UC avec Steven Stamkos, mais Nikita Kucherov avec Jake Guentzel. Les passes vont être sur le tape, je vous le garantis. My God. Écoute, Connor McDavid est un choix trop plate, fait que je vais donner 2 choix qui sont plus le fun. Jason Robertson à Dallas est un gars que j'aime beaucoup. Jason Robertson. Mais écoute, mon vrai choix, le fun, mettons, je ne peux pas prendre McDavid. Un autre choix que j'aime beaucoup. Mio, tu as parlé de l'Avalanche, tu as parlé de Nathan MacKinnon. Oh, Félix. Mikko Rantanen. Je pensais que tu t'en allais vers Karl Makar. J'ai pensé à Makar, mais j'adore Mikko Rantanen, un de mes joueurs préférés de la LNH. Tellement talentueux. Puis j'ai aussi pensé à Kirill Kaprizov. Je pense cruellement sous-estimé, mais j'aime pas le noyau autour de lui. Rantanen a du monde autour de lui avec l'Avalanche. Je serais pas surpris qu'il en marque 60 cette année, Rantanen. Puis s'il en marque 60, je pense qu'il devient un candidat sérieux pour le Hart. Est-ce que je peux rajouter peut-être un choix un peu plus surprise un peu? Vas-y, Pop, amuse-toi. Le gars, on parlait des gars Shesterkin qui étaient en dernière année de contrat. Il y a un certain numéro 16 à Toronto. J'aime tellement ça. Mitch Marner. J'ai aimé, je pense que c'est Steve Dangle, un moment donné sur son podcast, qui avait dit qu'il avait callé que Mitch Marner cette année allait battre le record d'organisation pour le plus de points en une saison. Qui appartient à Doug Gilmour. Il me semble que c'est 125, 126 points en 93. J'aime tellement ça. J'achète cette prédiction-là. J'aime ça. S'il peut rester en santé et s'il peut gagner le Hart, sortez l'argent. Sortez l'argent, ça va être fou raide. Ça va être fou raide. Et ça va être encore plus fou raide quand les Leafs vont l'échanger à la date limite des transactions. Imagine. Les gars, avec ça, ça nous amène à un dernier trophée qu'on doit bien sûr prédire, la Coupe Stanley. Et la grosse question à savoir, est-ce que la Coupe revient au Canada cette saison? Est-ce que les Oilers ont une chance finalement de passer par-dessus cette étape qui est de compléter la série de finale? Félix, Pop, je veux vous entendre. Sérieux, je sens que ça va être plate, mais je vois pas quelqu'un battre les Panthers. Cette équipe-là est tellement bonne, puis en ce moment, je pense que c'est la meilleure équipe de la NH, assez clairement, puis je pense que c'est les favoris pour gagner la Coupe aussi, puis je pense que avec raison, je pense que c'est justifié. Tu as encore raison, même dans les sites de paris sportifs, mettons?
Je ça sais doit que, être eux ou les Oilers. que FanDuel ont les Oilers en premier, mais de manière C'est ça, générale. les Panthers sont là aussi. Je vais aller voir sur mon app, voir sur Bet365, voir. Puis écoute, mettons je m'interdis de prendre les Panthers. Pop, t'as dit que tu les aimais tantôt, puis si Jacob Markstrom est aussi bon que je pense, les Devils sont à prendre au Les sérieux. Devils peuvent faire du bruit. Les Devils peuvent faire du bruit. Les gars, moi, c'est une équipe que j'ai adoré regarder en séries éliminatoires du début jusqu'à la toute fin. Félix, tu as parlé peut-être de leur récipiendaire du trophée Norris, mais et peut-être même du trophée Hart. Mais donnez-moi les Stars de Dallas pour remporter la coupe. Oui, ça, je suis down. Donnez-moi les Stars. J'ai la réponse ici. Bet365 donne les favoris pour l'instant, c'est les Oilers d'Edmonton en ce moment. OK. Les Oilers, les Devils sont deuxième, soit dit en passant. Pour vrai? Ah ouais! Oui. Les Devils du New Pour Jersey, je vrai? sais pas si... Ouais. Ah, c'est parce qu'ils sont 2-0. C'est parce qu'ils sont Peut-être, 2-0. probablement que c'est à cause de ça. Mais mettons dans le top 5, c'est Oilers, New Jersey, les Panthers, les Stars et l'Avalanche. Bon. Et toi, Pop, OK. ton choix personnel, qui est ton équipe qui remporte la coupe? Ah, j'avais pensé aux Devils, mais j'étais genre, OK, non, là, regarde, le Ritz, c'est bias, c'est bien beau. Puis là, Félix me sort ça, j'en fais bon, ça y est. Les Stars, j'aime ça. Dis le Canadien, ouais, let's go. Non! Pourquoi pas rendu là? Sinon, il y a les Sharks qui vont être bons cette année. Ouais, t'as les Sharks, t'as les Blackhawks, t'as Columbus. Des vraies puissances, là. C'est le last dance. Fuck it, les Rangers. C'est le last dance. C'est la dernière chance. Je crois 0 en eux. C'est probablement l'organisation sportive la plus surestimée de tout le sport nord-américain. Avec le joueur le plus surestimé de la Ligue nationale de hockey, Mika Zibanejad. Non, Chris Kreider existe encore. Je vais juste te dire. Non, fuck Mika Zibanejad. Mais, fuck. Tu vois, j'hésitais entre soit les Rangers ou les Hurricanes. Mais je pense que les Hurricanes, leur année, c'était l'année passée, puis ils n'ont pas été capables. Fait que moi, je donne les Rangers de New York, malheureusement, gagnant de la Coupe Stanley. Rangers, baby, puis les boys, on ne peut pas parler d'un bloc de hockey sans mentionner un peu le Canadien de Montréal. Où est-ce qu'on les place cette année? Est-ce que finalement, on va peut-être voir une amélioration de cette reconstruction que tant de gens attendent avec, ça vaut ce que ça vaut, mais là, la présence de Patrick Laine qui va devoir attendre un peu cette saison. Où est-ce qu'on les place? C'est un peu drôle, hein, où on se retrouve maintenant dans cette reconstruction de est-ce qu'il faut qu'on commence à gagner? Est-ce qu'on commence à accélérer le processus? Peut-être même le rusher, le processus? Ou est-ce que... le fameux mix. Exact. C'est quoi le fameux mix dans tout ça? Écoute, moi, je regarde l'année passée, puis je me dis qu'en novembre-décembre, c'était encore relativement possible qu'on fasse des séries rendues en novembre-décembre. Si on est capable d'être pas trop loin dans la course quand Patrick Laine va revenir, moi, je me dis peut-être on va pouvoir se battre pour faire les séries. Je pense... même quand il y avait Patrick Laine, je me suis dit c'est peut-être un reach qu'on fasse des séries. Là, c'est sûr qu'avec l'absence de Patrick Laine, ça met des bâtons dans les roues. Je pense que le meilleur scénario, ça reste, comme dirait Kent Hughes, c'est on va être dans le mix. Puis je pense que ce mix-là, c'est on va jouer des matchs avec de la valeur au mois de mars. Qu'est-ce qui va arriver par la suite, je ne sais pas. Mais je pense que ça va se battre jusqu'à la toute fin. C'est juste ça que moi, c'est juste ça que je demande. C'est que rendu à fin mars, début avril, qu'on regarde le calendrier et qu'on fasse des calculs mathématiques comme on faisait dans la métropolitaine l'année passée pour le deuxième wildcard. Puis que finalement, on se rend compte que ça va jouer par 1-2 points à la fin de l'année pour le Canadien. Fantastique. Alors, les boys, on est rendu à cette portion-là de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, donc. Vous l'avez entendu, nous sommes au perron d'église. Donc, petit rappel amical, comme à chaque semaine, on vous pose une question sur les réseaux sociaux. On veut vous entendre, questions, débats, je veux dire, interrogations, même si c'est une question, hot take, peu importe. On va être là, on va lire, on va en jaser avec vous. Et cette semaine, ça provient de Renaud Bourbonnais, donc bon expert en football qu'on aime tant ici à l'émission, qui demande: Steelers sont agressifs pour Davante Adams,
mais il veut aller à New York avec les Jets. Comment est-ce que ça termine tout ça? Puis. Oh, Mio, je te vois déjà, là. Je pense que t'as envie. Je peux-tu, les gars? Vas-y. Non, c'est Devante Adams va être un Steeler de Pittsburgh. Puis, en même temps, à quel point est-ce que tu veux donner du pouvoir de négociation à Devante Adams qui commence à gagner en âge pour aller où il veut? Là, en plus, la dernière fois qu'il voulait se pointer à une équipe en particulier, vous vous rappelez ce qui est arrivé? Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Il voulait aller avec les Raiders pour être avec Derek Carr, qui n'est plus là. Il s'est retrouvé avec Jimmy Garoppolo. Puis maintenant, regarde ce qui arrive. Il n'est pas content. Non, mais c'était-tu à propos de l'équipe ou est-ce que c'est à propos de la personne qui va être avec toi? Je pense pas qu'il y a un grand pouvoir de négociation là-dedans. Maintenant, à Pittsburgh, mon Dieu, qui serait dans une bonne situation comme un receveur numéro 1A, 1B avec George Pickens. Ça vaut ce que ça vaut. Comme j'ai dit, il gagne en âge. Peut-être qu'il va être un peu blessé. Il ne se retrouvera certainement pas avec les Jets. Ça, c'est sûr. Je ne le vois pas se retrouver là-bas. Puis, regarde, toi, équivalent avec Aaron Rodgers. Non. Non? Non, moi, sérieux, non. Moi, tu vois, Mio, c'est là que je suis complètement pas d'accord avec toi. Sa fameuse blessure depuis 2-3 semaines, là, c'est marqué tu crois. C'est marqué ischio-jambier. Tu pourrais aussi changer ischio-jambier par attendre de devenir un Jet de New York. Je pense qu'il attend juste ça. Je pense qu'il refuserait de jouer pour une autre équipe. Je pense que je suis rendu à ce point-là. Oui, officiellement, on dit qu'on ouvre la porte et tout. Je pense que ça, c'est surtout les Raiders qui essaient de contrôler le message pour que les Jets crachent quelque chose d'intéressant dans une transaction. Oui, les Steelers vont probablement être là-dedans après avoir manqué leur coup sur Brandon Ayuk. Mm-hmm. Peut-être que les Saints, on la traite Derek Carr. Peut-être que ça peut intéresser un Davante Adams. Les Chiefs, oubliez ça. Les Raiders ne voudront pas aider les Chiefs. Les Bills, je pense que financièrement, ça va être un peu compliqué. Même si ça aiderait beaucoup une équipe comme les Bills d'avoir un vrai receveur numéro 1 comme Davante Adams. Pour moi, c'est les Jets. Je vois pas... Les Jets ont l'argent, ont le fit avec Aaron Rodgers. Adams va être là. On a un début de saison un peu décevant, mais on a une division qui est encore prenable. Tous les ingrédients sont là pour les Jets. Je sais pas, il me semble que tu donnes... J'ai envie de dire Malachi Corley. Tu donnes un jeune receveur comme ça, puis je sais pas, on dirait que je le vois. Je vois pas Davante Adams porter un autre uniforme que celui des Jets d'ici la fin de l'année. Ben, ce qui est sûr, c'est que s'il s'en va avec les Jets, c'est que les Jets en auront donné beaucoup trop pour Davante Adams. Parce que oui, mais en fait, à ce stade, les deux parties savent qu'ils vont s'en aller là. Ouais. Si Steelers, pour moi, devraient rentrer dans cette conversation-là, mais en même temps, je vais l'admettre, du côté des Steelers, il faudrait qu'on soit un peu plus conservateur avec ça, ou du moins, on ne va pas peut-être autant se mouiller que du côté des Jets si on veut tant réunir les deux parties. En même temps, qu'est-ce que tu es prêt à donner si tu es les Jets pour, en tout cas, regarde, on l'a vu avec, mettons, un corps arrière de 40 ans qui a de la misère à rester en forme. Je le vois à Pittsburgh, Félix. Peut-être, mais si les Jets, je me dis, tu leur donnes Malachi Corley, tu leur donnes un jeune receveur, tu prends une chance avec, puis tu sais, Adams, à ce stade de sa carrière, un joueur vieillissant dans la NFL, ça vaut rien. Dans une transaction, ça vaut presque rien. Je pense que les Raiders seraient chanceux d'avoir un choix de troisième tour. C'est ça, vu que les Raiders n'auront pas le gros bout du bâton dans ces Non, c'est ça. Je pense que ça va être clairement pas. Je pense que ça va être plus l'équivalent d'un choix de 4e ronde ou de 5e ronde. Fait que, tant qu'à faire, si les Jets offrent un jeune receveur, Malachi Corley, on l'a pas vu beaucoup encore, mais qui n'est pas nécessairement mauvais non plus. Puis peut-être genre un choix de 7 ou quelque chose. Là, puis trouver une façon de faire fitter le salaire. Puis je pense qu'Adams veut ça. Je pense que Rodgers va pousser pour ça. On a donné tellement de pouvoir à Rodgers en allant le chercher dans cette transaction-là pour l'amener avec les Jets. Je vois juste pas un monde dans lequel ça se concrétise pas. Moi, je fais juste imaginer Davante Adams avec Derek Carr, Alvin Kamara, Rashid Shaheed, Chris Olave. Les Saints, après avoir commencé 2-0, se retrouvent dans un mix super intéressant dans leur division. Les Bucks, eux, les Falcons vont se battre jusqu'à la toute fin. Mais sais-tu quoi? Tant qu'à être un peu
est un peu extravagant un peu. Moi, je dirais, moi, si j'étais Kevin O'Connell, j'irais voir mon DG, va me chercher Davante Adams, s'il te plaît. On est à 5-0. Et à 5-0, de façon peut-être inespérée pour l'instant, Sam Darnold, ça va super bien. Pourquoi pas être agressif puis y aller all-in cette année? J'aime ça. Je sais pas s'ils ont l'argent pour, par exemple. Je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais ça. Ça serait quelque chose. Justin Jefferson, Davante Adams, Jordan Addison, T.J. Hawkinson quand il va revenir, Aaron Jones. Aaron Jones. Puis c'est quand même Ty Chandler qui n'est pas un mauvais deuxième porteur de ballon non plus. Je le vois pas, mais j'aime. Je peux comprendre pourquoi les Vikings voudraient. Moi, tu sais quoi, Saints, j'aime vraiment ça par contre. Ouais, mais c'est logique avec Derek Carr. Le seul problème, c'est que cette équipe-là a Derek Carr comme carrière. Fait qu'est-ce que c'est possible de les prendre sérieusement comme des prendre au sérieux? Félix, je tiens à dire ça. Davante Adams voulait jouer avec Derek Carr. Oui. Non, mais c'est Derek Carr. Mais Davante Adams voulait jouer avec Derek Carr. Oui. Il y a des gens qui aiment ça. Je veux dire, il n'y a pas... No king shaming. Ah non, je doute pas qu'il y a des gens qui aiment ça. Juste que je doute vraiment beaucoup que Derek Carr peut amener une équipe en série. Loin en série. Moi aussi. Ouais, loin, parce que je pense que Derek Carr est capable. Mot-clé, loin. J'ai juste un scénario qui vient de se dessiner dans ma tête, puis je pense que Mio va... Prends-toi un bol ou une chaudière, parce que je sens que tu vas vomir si je dis ça. Mais mets Davante Adams avec Lamar Jackson à Baltimore. Je pense que tu sais, ça viendrait combler un besoin que les Ravens ont. Mark Andrews est complètement... Il n'est même pas sous-utilisé, il est zéro fuck all utilisé. Mark Andrews, young stud, comme on le reconnaît par LeBron James. Mais pour vrai, tu mets Davante Adams juste pour ramener une arme supplémentaire puis juste installer un doute dans les défensives adverses pour les Ravens de Baltimore, ça peut avoir beaucoup d'effets. Puis tant qu'avoir un porteur de ballon qui prend de l'âge, autant faire affaire avec un porteur de ballon qui a autant d'âge quasiment. Je suis un peu étonné qu'il n'ait pas fait une joke de Lamar Jackson. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas une joke de Lamar Jackson quand tu parles de porteur de ballon. L'équipe des relations publiques de Lamar Jackson n'a pas été mentionnée pour cette fin d'émission. Je parlais de Mark Andrews, stud de LeBron James. Quand même, c'est une vidéo où LeBron James était sur... je pense que c'était une vidéo en direct sur Instagram qui devait parler de ses ailiers rapprochés préférés. Puis on le voyait juste du coin de l'œil en train de regarder sur son laptop une liste avec les meilleurs ailiers rapprochés. Puis il y a même du monde qui ont fait des recherches et ont retrouvé la liste sur le site web qu'ils avaient retrouvé. Puis il semblait juste aucunement connaître les noms, mais c'est le Non, il connaît. Oui, tu sais ce que j'aimerais pourquoi que les Ravens redeviennent genre une puissance dans la NFL, c'est qu'on ait des vidéos de Justin Tucker en jet privé qui sort des répliques complètement incroyables en vidéo. Racks on racks, smoking on that Saints pack. Ça c'est un autre sujet, mais si j'étais les Ravens, je pense que je cannerais Justin Tucker, mais bon, ça c'est juste moi. Il en a perdu un petit peu. C'est vrai, ça, par exemple. Non, mais toi, tu finis le show avec la phrase « Si j'étais les Ravens, je pense que je cannerais Justin Tucker. » Puis tu penses qu'on arrête ça là? Wow. Ouais, absolument. C'est l'animateur, il a le droit. Il a absolument le droit. Ouais. Ceci n'est pas une démocratie, Félix. Anyways, mesdames et messieurs, juste avant qu'on close, juste rappeler, on vous a demandé sur les réseaux sociaux cette semaine, puis ça aussi, Félix, ça c'est une autre affaire que c'est un dommage que tu as mis ça en fin d'émission. On vous demande sur les réseaux sociaux une petite devinette pour le joueur de la semaine. Alors, cette semaine, comme vous aurez vu, c'est un joueur qui a été repêché en 2016 dans sa ligue, joue présentement avec les Nets de Brooklyn, pays d'origine l'Australie, et un grand total de 0 tirs à 3 points réussis en carrière. Et Pop, on a nommé le bum par excellence. Ben Simmons, a.k.a. le joueur qui serait au temple de la renommée du basket pour ses mixtapes d'entraînement au gym d'avant-saison. Non, mais c'est dans vrai. La vie... Il y a la mort, les taxes, puis le monde qui embarque sur le hype de Ben Simmons après une mixtape d'entraînement dans un gym à quelque part.
J'ai écrit sur Twitter quelque part au mois de juillet que j'attendais toujours ma vidéo annuelle de l'été de Ben Simmons qui tirait des lancers à 3 points. Je l'ai eu quelques semaines plus tard, fait que finalement, tu vois, Nature is elite. Tout se remet en place. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à cet épisode fort en couleurs, et je ne parle pas des couleurs des Golden Knights de la triple menace. On vous rappelle quand même, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous retrouvez nos liens pour tous nos épisodes précédents. TikTok, Instagram, où vous publie des bons petits clips, ainsi que notre page YouTube, si vous voulez réécouter quelques-uns des segments de cette émission. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace et bonne semaine!